Bonjour, bienvenue chez Unia, bienvenue dans Industrie News. Swiss Steel, Stahlgerlafingen, Swiss Metal Boya, Vetropack aussi, une partie de l'industrie suisse est durement touchée par les restructurations en ce moment. Mais l'exemple de la scierie Stahlgerlafingen l'a montré, on peut éviter les licenciements. Pour cela, évidemment, il faut se battre. On va voir comment avec vous. Yves de Ferrare, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Industrie News. Vous êtes le responsable de l'industrie chez Unia. Vous êtes membre du comité directeur aussi. On fête cette année les 20 ans d'Unia. Il y aura des célébrations l'été prochain. C'est l'occasion de jeter un regard en arrière sur ces restructurations du passé, justement. Est-ce qu'il y aurait des histoires notables à raconter ? Oui, on peut notamment citer des entreprises telles que Sapal, que Bombardier, Novartis ou Stahl, comme vous l'avez dit, et également Swiss Steel, qui sont des sites qui ont été totalement sauvegardés. Mais on peut retenir également aussi des négociations de conventions collectives qui ont été excellentes ces dernières années. On peut retenir des exemples d'horaires de travail, comme ça a été le cas dans des CCT qui sont encore aujourd'hui en vigueur. Par exemple, on peut citer 24 heures payé 40, 2 fois 12 heures dans du travail d'équipe, ou des horaires de travail dans des usines à 32 heures, qui sont des améliorations importantes. On a beaucoup œuvré au niveau de la formation professionnelle, des protections de licenciements collectifs, également des protections des délégués syndicaux. Ça, c'est plus généralement le travail d'Unia dans le secteur de l'industrie. Si on revient à Stahlgerlafingen, à ce conflit social qui a eu lieu en Suisse alémanique dans une aciérie à la fin de l'année dernière, est-ce que vous pouvez nous raconter dans les grandes lignes ? Oui, c'est une entreprise extrêmement importante pour nous, historique d'ailleurs, au niveau syndical. C'est une entreprise qui, au fond, représente bien la situation actuelle de la Suisse. Nous n'avons que 2 fonderies en Suisse uniquement. C'est des entreprises qui sont absolument nécessaires pour la situation économique de la Suisse, géopolitique aussi. Et ces entreprises doivent absolument survivre. C'est ce que nous avons fait. Les salariés se sont battus, ils se sont mobilisés. Il y a eu des manifestations à Berne. Nous avons cloché des discussions avec le Conseil fédéral, le Conseil national. Et cela a permis de sauver le site. On ne peut pas vivre en Suisse sans avoir aucune fonderie. C'est absolument impossible. C'est vital pour l'industrie. Et puis la toute dernière nouvelle concerne l'entreprise Swiss Metal Boya. Vous nous racontez ce qui se passe ? Oui, c'est encore une entreprise historique, syndicale, avec des semaines de lutte, des grèves qu'il y a eu dans cette entreprise. Nous ne pouvons pas vous dire énormément d'informations actuellement. Nous avons juste été informés par les salariés dans les licenciements collectifs. Ce que je peux vous dire, c'est que les dispositions conventionnelles n'ont pas été respectées. Et nous allons intervenir auprès de Suisse même fermement parce qu'on doit pouvoir mettre en place une procédure de consultation. Vous allez nous expliquer tout à l'heure comment on s'organise pour essayer de résister à ces restructurations, de bloquer ces licenciements. Mais à partir de quand exactement est-ce qu'on parle de licenciement collectif ? C'est un terme très important dans ces problématiques. Voici la réponse avec les mots du syndicat. Un licenciement est collectif lorsqu'il concerne au moins 10 personnes sur un effectif de 20 à 100 employés, ou, pour les établissements plus grands, s'ils se séparent de 10% de leur personnel. Et pour les entreprises de plus de 300 salariés, il faut qu'au moins 30 personnes reçoivent leur lettre de congé. L'entreprise doit alors obligatoirement informer et consulter son personnel et le syndicat, et leur donner la possibilité de proposer des alternatives au licenciement. Pendant la période de consultation, les salariés font des assemblées. Ils désignent qui va les représenter. Ils peuvent mandater un syndicat comme Unia, par exemple. Unia aide le personnel à s'organiser, faire des groupes de travail, demander des informations à l'entreprise, analyser la situation, chercher des solutions pour éviter ou au moins réduire le nombre de licenciements. Ces propositions sont transmises à la direction qui en tient compte ou pas. En fonction de la réponse, les salariés peuvent décider de lutter, de faire appel au pouvoir public, de manifester ou de faire grève. Quoi qu'il en soit, face au licenciement collectif, il ne faut pas baisser les bras. Unia se bat aux côtés des salariés. Yves de Ferrare, imaginons que l'entreprise lambda qui compte 300 salariés décide d'en licencier 50. On est donc là dans le cas d'un licenciement collectif tel que ça vient de nous être expliqué. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? La priorité, c'est de rencontrer les salariés. Ça, c'est la priorité, le premier objectif, faire une assemblée du personnel, entendre, voir ce que les salariés, au fond, dans cette restructuration ressentent. C'est très important. Et puis ensuite, nous allons instruire, nous allons nous renseigner économiquement sur l'entreprise, contacter la direction et puis faire des revendications pour que cette consultation puisse s'opérer de manière efficace et crédible. Qu'est-ce que c'est que cette période de consultation, justement ? Vous pouvez nous expliquer ça ?
Elle est capitale. Elle est capitale pour qu'on puisse, pendant cette période-là, faire des propositions pour d'abord essayer d'éviter les licenciements. Je l'ai dit tout à l'heure, dans certaines entreprises, nous arrivons à éviter la totalité des licenciements. C'est évidemment la minorité des cas. Mais si nous n'y arrivons pas, on essaie de limiter la conséquence de ces licenciements, c'est-à-dire peut-être en avoir la moitié ou quelques-uns en moins. C'est très important, c'est des familles derrière. Et puis si on doit limiter le nombre de personnes licenciées, il faut négocier un plan social. Cette période, elle est absolument nécessaire pour faire des propositions qui soient chiffrées, crédibles, pour essayer de convaincre l'entreprise de revenir en arrière sur ses décisions. Et donc, on le fait avec des groupes de travail à l'intérieur des entreprises. Ceci nous permet, avec l'aide aussi de nos services, le syndicat est capital dans ce domaine-là, nous avons des économistes pour nous aider, de faire des propositions et parfois elles sont entendues. Oui, j'allais vous dire, quand on est par exemple monteur ou électronicienne, c'est pas évident tout d'un coup de s'improviser expert comptable pour étudier la situation d'une entreprise, savoir si elle est viable ou pas. Il y a des cours, il y a des formations pour ça, comment on fait ? Vous savez, les salariés savent aussi bien ce qu'il faut faire que McKinsey, les consultants qui sont d'habitude dans les restructurations. Ils ont tout le savoir-faire, ils connaissent les clients, ils connaissent les produits, ils connaissent le marché, et puis ils arrivent à faire des propositions extrêmement crédibles. Sauf si, évidemment, c'est de mauvaise foi, juste pour augmenter les dividendes. Évidemment, là, nous avons un rapport de force. Mais lorsqu'il s'agit de faire des propositions économiques, les salariés sont tout à fait à même de le faire. Parce que simplement, il faut les mettre ensemble, il faut les organiser pour le faire avec le syndicat, et puis il faut construire un rapport derrière très concis qui permet de montrer à la direction que nous avons des solutions alternatives. Et nous en avons très souvent parce que les directions ne pensent pas à tout. Alors ces solutions justement, est-ce qu'en général elles sont prises en compte ou bien est-ce que c'est finalement une procédure à l'ibi et puis la direction fait de façon ce qu'elle a décidé ? Ce n'est pas une science exacte. Malheureusement, parfois, on est confronté à des rapports de force. La direction ne veut rien entendre, veut absolument procéder à sa délocalisation. Dans ce cas-là, on a des outils pour le faire. On peut partir en débrayage, faire des grèves, ou alors simplement appeler les médias, les consommateurs aussi, qui peuvent être un appui pour le syndicat et pour les salariés, pour essayer de ramener la direction à l'ordre. Ça, c'est pour le cas où c'est un peu la sourde oreille, puis on a l'impression que les recommandations ne passent pas. Mais vous avez des exemples à nous citer où certaines recommandations ont été entendues ? Oui, on a des exemples concrets, je l'ai dit tout à l'heure, où nous avons pu, par des business plans complets, détaillés, parfois faire des management buyout, c'est-à-dire sortir d'une multinationale pour créer une entreprise ou une coopérative. C'était le cas, par exemple, chez Sapal. Et là, on peut sauver tous les emplois, ou alors on a pu parfois faire des transferts dans des centres de tri, par exemple, à la Poste, pour ce qui est de chez Generali. Et ça permet simplement de sauver les places de travail. On essaie de regarder toutes les pistes possibles et imaginables. Les employés de l'industrie suisse ne sont pas les seuls à devoir faire face à ces groupes qui restructurent et licencient. En France, la situation de l'industrie est très critique. On compte en ce moment au moins 300 cas de licenciement collectif. Lucille Grandjean, notre collègue d'UNIA Genève, a rencontré Sophie Binet, la secrétaire générale de la célèbre CGT. On entendra ensuite Frédéric Sanchez de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, CGT, nous parler justement des conflits sociaux en cours. Et puis Frédéric Touboul, conseiller fédéral FTML CGT, vous avez bien entendu, conseiller fédéral et coordinateur industriel. La CGT est très inquiète de la situation en France d'une façon générale, mais notamment économique et sociale. Ça fait 6 mois qu'on tire la sonnette d'alarme sur les plans de licenciement, que tout le monde s'en fiche. Là, ça commence seulement à arriver au cerveau, mais parce que la vague est tellement énorme que c'est difficile de ne pas la voir. On est à 300 plans de licenciement recensés par la CGT et il en manque beaucoup. Et ça concerne 200 000 à 300 000 emplois, c'est énorme. Et jusqu'à il y a quelques semaines, on avait un gouvernement qui se gargarisait en disant que la réindustrialisation du pays était en route. Or, c'est tout l'inverse qui se produit. Il y a les actions à court, à moyen, à long terme. D'accord. À court terme, il faut répondre aux situations auxquelles sont confrontés les salariés, sur lesquels sont tombés des plans sociaux, des fermetures de sites. Des luttes importantes sont en train de se mettre en place. Certaines dans la durée. Si je prends les 2 sites d'Arcelor qui sont menacés de fermeture, ils rentrent dans leur 10e jour de grève. Les salariés de General Electric ont décidé depuis 2 jours de bloquer la totalité des sorties et des rentrées des éoliennes offshore. Donc il n'y a plus rien qui sort du port Saint-Nazaire. Et bien évidemment, il faut, en plus d'un rapport de force à la hauteur des enjeux, il faut qu'on soit en capacité de travailler des alternatives. Et il faut qu'on soit en permanence force de proposition. Il ne faut surtout pas rentrer dans la fatalité. Les salariés et les syndiqués en ont assez sur la tête tous les jours. On leur rabâche qu'il coûte trop cher, qu'il faut qu'ils fassent des efforts, qu'il faut qu'ils contribuent à l'effort national. Cette fatalité qui semble s'instaurer au niveau de la population et notamment chez les salariés et les plus précaires, les privés d'emploi et les retraités, on la transforme en perspective, en lueur d'espoir pour construire une société qui réponde aux besoins des populations
à la différence d'une société qui répond aux besoins de la finance. Il faut qu'on arrive, entre l'UNIA et la CGT, à bien se coordonner au niveau des comités d'entreprise européens, parce qu'il y a là aussi des choses à faire quand il y a des perspectives de licenciement, quand il y a des restructurations, etc. Et on voit que si, dans un comité européen, les organisations syndicales sont suffisamment unies, on arrive à limiter les dégâts. On arrive aussi à faire en sorte que les salariés soient davantage protégés ou soient beaucoup mieux accompagnés déjà. C'était Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, Frédéric Sanchez de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et Frédéric Touboul, conseiller fédéral FTML CGT et coordinateur Industriol. On revient à vous, Yves de Ferrare. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Quelles mesures on peut prendre pour éviter ces délocalisations, ces restructurations dans l'industrie ? Il faudrait d'abord renforcer les procédures de consultation. Les dispositions légales en la matière sont beaucoup trop faibles. Il nous faut aussi une vraie politique industrielle en Suisse. La Suisse n'a pas de politique industrielle à l'heure actuelle et on le voit avec la situation géopolitique actuelle, ça va être absolument nécessaire de mettre en place des aides, des possibilités pour l'industrie de résister à ces attaques que nous vivons depuis l'extérieur des multinationales. Et la dernière chose qui est très importante, c'est évidemment le renforcement de la coopération internationale dont il est absolument nécessaire d'en avoir une de manière intense. Alors nos collègues de la CGT y faisaient allusion dans les interviews qu'on vient d'entendre. C'est un rêve, c'est juste des discours. Est-ce que ça marche en réalité ? Oui, ça fonctionne très bien. Depuis des décennies, les coopérations internationales sont bien organisées. On peut toujours améliorer, mais on doit être vraiment présent en tant que Suisse dans ces instances internationales pour collaborer. Nous avons affaire aujourd'hui plus à des patrons en Suisse, à des multinationales et les sièges sont dans d'autres pays. Sans cette coopération internationale, c'est absolument impossible de pouvoir mettre des leviers en place, d'avoir des rapports de force aussi à l'extérieur pour pouvoir changer la donne ici en Suisse. Pour la problématique des frontaliers, par exemple, c'est une coopération importante ? Oui, absolument. On a des coopérations avec le groupement transfrontalier qui est très important. On doit coordonner tout cela entre les syndicats des pays voisins, puisque c'est les transfrontaliers, et ces groupements transfrontaliers afin de protéger aussi ces salariés en Suisse qui doivent pouvoir être protégés de la même manière qu'un travailleur suisse. Voici en bref quelques nouvelles de l'industrie. Malgré les offres de soutien de l'État, Steeltech, la filiale de Swiss Steel, veut supprimer 130 emplois dans son aciérie d'Emmenbrücke, dont 50 licenciements. Les travailleurs et travailleuses ont écrit une lettre à l'actionnaire majoritaire, Martin Effner, pour lui demander une rencontre. Situation internationale tendue, Francfort, carnet de commandes en diminution, l'industrie souffre et le recours au chômage partiel augmente. Le canton de Vaud a donc réactivé son fonds de soutien à l'industrie, doté de 23 millions de francs. UNIA avait lancé en 2008 les premières assises de la place industrielle vaudoise. C'est là que ce projet de fonds a vu le jour. L'affaire des pauses pipi n'est pas terminée dans le canton de Neuchâtel. L'entreprise Singer SA veut décompter ses pauses du temps de travail. Un tribunal lui a dans un premier temps donné raison, mais UNIA porte maintenant l'affaire devant le tribunal des prud'hommes au nom du principe d'égalité. Chez Fenaco, la convention collective de travail sera renégociée cette année. Après l'échec des négociations salariales, il est urgent d'agir pour améliorer les salaires et les conditions de travail. UNIA mènera ce printemps une grande enquête auprès des salariés de Fenaco pour définir les priorités avant ces négociations. La conférence de branche de l'industrie même a réuni une 70aine de travailleurs le 22 novembre à Berne. La conférence est revenue sur la victoire des employés de Stahlgärlafingen, présents pour témoigner de leur lutte. Ils ont réussi à faire suspendre les 120 licenciements annoncés initialement. La présidente d'UNIA, Vania Aleva, a parlé d'un important succès d'étape. Et puis, nous vous parlions des négociations salariales dans les blanchisseries dans l'épisode précédent d'Industrie News. Finalement, les salariés de cette branche ont obtenu 50 francs d'augmentation salariale sur les salaires réels au 1er janvier. Les salaires minimums sont revalorisés. Plusieurs cours de français vont démarrer ce semestre sur le canton de Vaud. Merci beaucoup Yves de Ferrare. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'industrie chez UNIA, membre du comité directeur. Merci d'être venu une fois de plus dans Industrie News. Merci infiniment. Et puis encore une info importante. Avant de se quitter, le 19 mai aura lieu la journée du secteur d'industrie d'UNIA sur la participation dans les entreprises et sur la protection contre le licenciement des représentants du personnel. Ce sera avec le conseiller fédéral Guy Parmelin,
le président de l'USS, Pierre-Yves Maillard, et la présidente du NIA, Vania Aleva. Soyez donc au rendez-vous. Toute l'équipe d'Industrie News vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. Laissez-nous un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et parlez de ce podcast à vos collègues, c'est important parce que mieux on est informé sur ses droits et mieux on peut se défendre en cas de problème. Nous, on revient au mois de mai. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez mobilisés.